Bonjour Laurent, Bonjour. bonjour à tous. Donc bienvenue dans ce second webinaire live organisé par le CAREP Paris, qui est aujourd'hui consacré au Yémen, à la situation au Yémen, et dans lequel nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Laurent Bonnefoy, qui est chercheur au CNRS, chercheur et docteur en sciences politiques, au CEFAS, et qui est donc le Centre français d'archéologie et de sciences sociales, et qui est donc momentanément, enfin en tout cas Laurent est pour l'instant à Oman, mais c'est un spécialiste de la péninsule arabique et un spécialiste reconnu du Yémen, qui est un pays qu'il connaît particulièrement bien et sur lequel il a écrit en français notamment un livre qui est paru en 2017 chez Fayard. Corrige-moi si je me trompe, Laurent, mais je crois que c'est le Yémen de l'Arabie heureuse à la guerre. Alors, je rappelle, donc, alors, pour le public, pour notre public, donc on a décidé de diviser en tout cas de partager l'intervention de Laurent en deux parties. Une première qui sera consacrée à l'état des rapports de force entre les acteurs locaux au Yémen sur le terrain, et la seconde qui sera consacrée plus particulièrement aux enjeux soulevés par la pandémie du Covid-19, qui est bien sûr une question attendue, mais sur laquelle Laurent a de nombreux points politiques à faire valoir. Alors, vous pouvez poser vos questions pendant toute la durée de la conférence dans la rubrique dédiée à cet effet, qui s'intitule Q&A, en bas à gauche de votre écran. J'essaierai de les prendre en compte au fur et à mesure de la présentation de Laurent et d'insérer les questions qui se rapportent à des points dont il est en train de parler dans la mesure du possible en cours de route. Et puis après, on consacrera plus particulièrement un temps spécifique qui sera dédié uniquement à vos questions à la fin de son intervention. Alors, rapidement, très brièvement, je vais laisser la parole à Laurent, mais pour ce qui est de la situation sur le terrain, donc plus de 5 ans après le début de l'offensive houtiste en 2014 et l'entrée en scène de la coalition arabe emmenée par l'Arabie saoudite, je pense que Laurent me rejoindra pour dire que la situation, elle est dramatique, puisque malgré le cessez-le-feu unilatéral qui a été annoncé par l'Arabie, la situation reste non seulement confuse sur le terrain, où les combats continuent, où la guerre est aujourd'hui marquée par un affrontement au sein même du camp anti-houtiste entre le Conseil de transition sudiste, qui a déclaré fin avril l'autonomie des provinces du Sud, et les forces gouvernementales. Mais surtout parce que les frappes de la coalition ont déclenché une catastrophe humanitaire, la famine et une épidémie de choléra sans précédent qui ravage aujourd'hui le pays, et une catastrophe qui s'est encore aggravée fin avril par des inondations dévastatrices, notamment à Sanaa et à Aden. Donc le pays est aujourd'hui face à une crise généralisée qui est à la fois politique, institutionnelle et humanitaire. Alors Laurent a, lui, choisi de mettre l'accent aujourd'hui sur les acteurs locaux par opposition aux puissances régionales. Donc ma première question concernera précisément le choix de cette problématique. Et donc Laurent, en fait, je voulais te demander pour commencer pourquoi avoir choisi précisément de mettre l'accent sur les acteurs locaux, alors même qu'on sait que le rôle des puissances régionales reste extrêmement fort, malgré la tentative de désengagement de l'Arabie et le retrait des troupes émiraties du terrain à l'été 2019, puisqu'on sait notamment que les Émirats restent la principale force derrière le mouvement aujourd'hui de sécession sudiste. Donc voilà, ma première question, elle porte vraiment sur le choix de ta problématique. Et bonsoir à toutes et à tous. Alors, il est vrai que dans les discussions préalables avec Claire, j'avais souhaité mettre l'accent en fait sur cette question des acteurs locaux parce que il me semble que avec le regard extérieur, c'est beaucoup intéressé finalement au rôle
des acteurs régionaux, mais aussi des acteurs internationaux dans cette guerre, délaissant un petit peu les acteurs locaux et laissant penser que finalement la base de cette guerre, elle serait, et donc la solution aussi à ce conflit, elle serait à trouver soit à Téhéran, si on se passe du côté de la coalition, soit, et c'est le cas souvent peut-être au sein des opinions publiques concernées dans les pays occidentaux, à Riyad. C'est-à-dire qu'on aurait cette grille de lecture qui laisserait penser que finalement la solution, c'est une intervention constructive, soit d'un côté, c'est-à-dire de l'Iran, soit de l'autre, du côté de la coalition. Et cette grille de lecture, qui n'est pas fausse en elle-même, mais qui me semble peut-être un petit peu limitée, elle s'est imposée et elle me semble occulter, négliger tout ce qui concerne les acteurs locaux. Et puis ensuite, il y a un deuxième levier qui a été très largement mobilisé, et à raison, hein, c'est pas, mon propos ne vise pas à contester la pertinence de ce levier-là, mais simplement à inciter, je dirais, les personnes qui s'intéressent au dossier yéménite à aller peut-être au-delà. Et ce levier, c'est la question des contrats d'armement ou du rôle des Occidentaux. C'est-à-dire qu'on a eu toute une mobilisation d'ONG, dans la presse aussi, qui a d'une certaine manière signalé que cette guerre, c'était aussi la nôtre, en mettant en avant cette question des contrats qui sont très largement à l'avantage, je dirais, financier des Occidentaux, qui sont aussi responsables des Occidentaux qui bénéficient de ces contrats et qui sont aussi responsables de ce qu'on peut appeler des crimes de guerre. L'idée, ce n'est pas du tout d'absoudre nos gouvernants, ce n'est pas d'absoudre non plus l'Iran, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, mais de dire qu'il est un peu faux peut-être de penser que si ces acteurs-là régionaux se comportaient bien, eh bien finalement, on trouverait plus facilement, on trouverait même une solution au dossier yéménite. Je dirais que ce dossier yéménite, ce conflit, il a une caractéristique assez particulière, c'est de s'être complexifié, peut-être comme la Syrie, et c'est le cas souvent de nombreux conflits, mais de s'être complexifié au fil des années. Et en même temps, il s'est simplifié. Je dirais, il s'est complexifié d'un côté, c'est que tu as relevé, Claire, c'est-à-dire la fragmentation du côté anti-houtiste, alors que de l'autre, du côté, ce qu'on appelle maintenant le camp houtiste, eh bien, ça s'est d'une certaine manière simplifié avec un acteur central, un acteur local, qui certes bénéficie très largement de l'appui de l'Iran, mais encore une fois, je pense que ce n'est pas absolument central, alors que de l'autre côté, eh bien, il y a eu cette fragmentation très importante. Oui, donc en fait, une complexification des rapports de force sur le terrain, alors même qu'on a tendance à voir de l'extérieur avant tout l'action des puissances régionales, de l'Iran, de l'Arabie et des Émirats arabes unis. Et alors, de ce point de vue-là, j'ai une question. On lit pas mal, on lit pas mal, notamment dans la presse, que le Conseil de transition sudiste, il serait une pure émanation d'Abu Dhabi. Alors même qu'on sait que le mouvement sudiste, c'est un mouvement qui est profondément ancré dans l'histoire du Yémen. Enfin, détrompe-moi si ce n'est pas le cas, mais donc en quoi, en fait, qu'est-ce que l'annonce finalement d'autonomie des provinces du Sud dit justement de l'état des rapports de force sur le terrain et même de l'état de la population, enfin de l'opinion publique locale sur cette question. Est-ce que c'est une pure manœuvre d'ingérence étrangère ou est-ce que ça répond à quelque chose de très ancré au niveau local et sur le terrain? Alors, encore une fois, si je poursuis finalement ma logique, c'est bien de dire que ce qui prime avant tout, c'est les acteurs locaux, les attentes locales. Quand j'ai parlé d'une complexification d'un côté et d'une unification de l'autre, je pense que c'est un fil qu'il faut d'une certaine manière continuer à tirer. La simplification d'un côté, donc c'est dans le camp houtiste,
avec une dynamique qui s'est appuyée essentiellement sur des dynamiques propres au mouvement, qui a permis finalement un mouvement qui était marginal au départ, marginalisé par l'histoire, marginalisé aussi par l'action du gouvernement central entre 2004 et 2010, quand ils ont combattu les houthis. Mais ce mouvement-là a acquis, du fait de la guerre aussi, une assise politique qui est très importante. Et puis en 2017, ils sont parvenus à se débarrasser d'un allié qui finalement était assez encombrant sur le plan symbolique, c'est-à-dire l'ancien clan du président Saleh. Et puis de l'autre, la complexification, c'est finalement la fragmentation du camp anti-houthiste, avec d'un côté le gouvernement dit légitime, qui est emmené par Hadi. Donc Hadi lui-même est originaire du Sud, et c'est quelque chose d'important, mais il s'oppose à le mouvement que tu as décrit, le Conseil de transition sudiste, on accuse lui-même d'être une émanation des Émirats arabes unis. En réalité, on ne peut pas dire que ce soit une simple marionnette, c'est simplement effectivement un acteur qui bénéficie très largement des subsides émiratis, mais qui s'appuie sur l'histoire locale d'une unification qui date de il y a 30 ans et une semaine, puisqu'on fêtait la semaine dernière cet échec de l'unification de 1990. Et en même temps, il y a un troisième groupe au sein du mouvement anti-houtiste, c'est le clan de l'ancien président Saleh, qui, donc en 2017, fin 2017, a été évincé par les houtistes qui ont assassiné l'ancien président Saleh, et qui ce clan-là, donc c'est notamment les neveux de l'ancien président, se sont rangés du côté des anti-houtistes. Mais là où c'est compliqué, c'est que bien qu'appartenant à l'origine au même parti que le président Hadi, eh bien, ils ont des attentes qui sont extrêmement différentes. Et là où finalement on rejoint peut-être la problématique régionale, c'est que chacun de ces groupes-là, de ces trois groupes anti-houtistes, est soutenu par des puissances régionales autres, donc l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis particulièrement, avec des logiques qui sont différentes et s'inscrivent aussi dans des débats qui sont des débats régionaux, particulièrement la place donnée aux frères musulmans, avec le Conseil de transition sudiste qui est extrêmement hostile au parti al-Islam, qui est l'émanation yéménite des frères musulmans. Oui, ça c'est une fracture qu'on retrouve beaucoup dans tout le processus contre-révolutionnaire à l'échelle régionale également. Et alors justement, en fait, cet aspect-là de finalement cette espèce de scission dans le camp anti-houtiste, elle a tendance à prendre le devant de la scène. Et donc, je voulais te demander ce qu'il en était justement des négociations, des discussions entre les houtistes et les Saoudiens. Et où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là? Alors, on n'en est pas très loin. C'est effectivement, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce. À l'automne, enfin au début de l'année, il y avait des négociations qui visiblement avaient lieu dans la région, dans différents endroits, qui ont été un petit peu médiatisés. Il y a eu ensuite, plus récemment, l'annonce du cessez-le-feu unilatéral des Saoudiens pendant 2 semaines, mais qui n'a absolument rien donné. Alors, je pense qu'il y a une raison militaire à ces échecs-là, c'est-à-dire que le camp militaire houthiste se sent en position de force. En fait, il sent bien que, de fait, sur le terrain, quand il y a des batailles, il les gagne. On a eu des prises de territoire dans la région du Jauf. On a des combats qui s'approchent de la ville de Mareb. Donc, la ville de Mareb est peut-être, on pourrait dire, le fief aujourd'hui du gouvernement dit légitime, parce que celui-ci a été évincé de la capitale provisoire Aden par le Conseil de transition sudiste. Et à Mareb, qui est une ville qui est à 150 km environ à l'ouest de Sanaa, qui est l'ancienne capitale du royaume de Saba antique,
Et cette ville Mareb est aujourd'hui, je dirais, une ville en plein développement qui a très largement bénéficié de l'arrivée de réfugiés qui ont quitté les territoires tenus par les Houthis. Mais cette zone-là, bien qu'apparaissant comme le fief du gouvernement légitime, est mise sous pression par les Houthis. Et donc les Houthis, d'une certaine manière, n'ont pas intérêt ou ne perçoivent pas l'intérêt qu'il y aurait pour eux à, d'une certaine manière, s'engager dans des discussions de paix avec le Saoudi. Et ils veulent bien terminer ce qu'ils perçoivent comme étant leur mission. Alors, on a d'emblée une question justement sur la capacité de l'ONU à rassembler justement ces acteurs locaux. Alors, je te la lis. L'ONU, par son envoyé spécial Martin Griffiths, a-t-elle toujours la capacité de rassembler les acteurs locaux et régionaux en vue d'obtenir un accord politique viable? Alors, c'est la vraie question depuis le début, en fait. Depuis le déclenchement de la guerre, il y a eu l'adoption d'une résolution par le Conseil de sécurité, qui est la résolution 2216. Et cette résolution, finalement, elle a fixé le cadre institutionnel du conflit comme étant celui opposant un gouvernement légitime, le gouvernement Mansour Hadi, qui lui est toujours en exil à Riyad, qui a fait quelques incursions à Aden, mais qui n'a jamais réussi à consolider sa base. Et puis, de l'autre, la deuxième partie en conflit, ce sont les Houthis. Et cette résolution, elle a fixé le cadre comme étant celui d'un conflit qui doit aboutir à la restauration du pouvoir du gouvernement légitime, et puis la défaite ou la fin des Houthis qui devraient abandonner leur position militaire, qui devraient abandonner leurs armes. Et de ce fait-là, l'ONU se trouve d'une certaine manière contrainte, et donc les envoyés spéciaux successifs ont toujours travaillé officiellement sur une base bien spécifique, qui est celle d'une négociation qui serait bilatérale, avec d'un côté les Houthis et de l'autre le gouvernement légitime. Or, cette base-là, elle est d'une certaine manière problématique parce qu'elle ne parvient pas à prendre acte de la fragmentation interne dont je vous ai parlé, c'est-à-dire un camp anti-houtiste qui est extrêmement divisé. Donc, les sudistes eux-mêmes se sentent totalement marginalisés. Ils n'ont pas réellement vocation à participer à ces négociations. Ils n'ont pas été. Même chose avec Ils n'ont pas été invités. Alors, ils sont invités de façon informelle, et puis il y a eu une tentative qu'on a appelée l'accord de Riyad en novembre dernier, donc qui a été signé sous l'égide des Saoudiens, qui a été annoncé à grand renfort de publicité et qui devait permettre d'unifier justement le clan anti-houtiste avec des conditions qui paraissaient extrêmement précises, un calendrier qui était très serré, mais qui n'a jamais réellement abouti, tant et si bien qu'aujourd'hui, l'accord apparaît comme étant largement caduqué. Donc, on est toujours confronté à ce verrou-là intérieur, et puis aussi un verrou qui est extérieur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la résolution, elle fixe aussi un cadre, je dirais, national aux négociations, les acteurs régionaux ne sont pas partie prenante. Or, il faudrait très vraisemblablement que, aussi, il y ait des discussions pour savoir quelle est l'implication des uns et des autres, notamment quand on connaît, je dirais, l'engagement des Émiratis au sud, quand on connaît aussi les velléités ou les rumeurs concernant des bases saoudiennes pérennes dans la région du Mahra, donc qui est frontalier avec le sultanat d'Oman. Tous ces enjeux-là montrent bien qu'on ne peut pas se satisfaire du cadre qui est fixé par la résolution 2216. Alors, il y a une question très précise justement sur un retrait potentiel des Saoudiens et des Émiratis. Qu'adviendra-t-il du Yémen si les Saoudiens et les Émiratis se retiraient du pays prochainement, et qu'adviendra-t-il aussi du pays s'ils y restent et si la guerre continue? Et j'ai une question qui est liée à celle-ci, par laquelle tu peux peut-être commencer.
est-ce qu'un retrait, pas seulement un retrait des troupes au sol, mais un retrait tout simplement, une cessation d'ingérence saoudienne ou émirati, voire iranienne, te paraît probable ou envisageable à moyen terme? Alors, probable, envisageable, sans doute pas. Souhaitable, sans doute pas, dans la mesure où, comme je le dis, c'est bien la grille de lecture que j'essaie de défendre là, c'est de dire que quand bien même bien les Saoudiens, les Émiratis, les Iraniens décidaient de partir, ça ne réglerait pas pour autant le conflit. Il y aurait peut-être moins de dommages parce qu'on n'aurait plus ces bombardements qui sont extrêmement problématiques. Mais dans le même temps, on doit reconnaître que, il y a aussi une aide humanitaire qui arrive. Une partie très importante de la population continue à en bénéficier. Que cette aide humanitaire, elle passe aussi par des canaux nationaux, que ce soit émiratis ou bien saoudiens. Que l'ONU elle-même bénéficie très largement des dons saoudiens. Il doit y avoir la semaine prochaine une réunion organisée par les Saoudiens pour obtenir 2 milliards de dollars pour l'aide humanitaire. Alors, c'est absolument pas satisfaisant. C'est un côté schizophrène aussi de se dire que d'un côté, ils cassent les Saoudiens, ils bombardent, et puis dans le même temps, ils tentent de réparer. Donc, c'est pas quelque chose, je dirais, de défendable. Mais objectivement, il faut bien se rendre compte que l'aide humanitaire, elle passe aussi par ces canaux-là. Et que sans ces canaux-là, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, l'Union européenne, les Américains ou d'autres acteurs soient en mesure de le faire. Et si on regarde un petit peu à long terme, et je parlais de caractère souhaitable, hein, d'un retrait complet, c'est ni l'intérêt des Saoudiens, ni l'intérêt des Émiratis, ni même l'intérêt des Yéménites eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a des enjeux de long terme aujourd'hui qui font que eh bien, le Yémen va d'une certaine manière avoir besoin de son environnement régional, comme son environnement régional va devoir d'une certaine manière faire le pari d'un Yémen stabilisé. Parce que s'il n'y a pas un engagement de ses voisins, eh bien, il y aura une situation qui sera extrêmement instable. Il y aura aussi des problèmes liés aux migrations, liés à d'autres enjeux, tout simplement parce que le Yémen n'est pas dans une situation aujourd'hui qui lui permet d'avoir un avenir, je dirais, très, qui porte vers l'optimisme. Alors, tu as parlé de la conférence qui était organisée par l'Arabie Saoudite, je crois le 2 juin prochain à Riyad, pour tenter de réunir un soutien financier pour l'aide humanitaire. J'ai deux questions à ce propos. D'abord, donc, tu dis que l'aide humanitaire, elle arrive finalement. Donc ce qu'on peut lire ici et là, c'est-à-dire l'idée que les houthistes auraient la main haute en fait sur la distribution de cette aide. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et est-ce que il est possible que justement le financement de cette aide humanitaire, le financement international, en tout cas le niveau des fonds qui sont susceptibles d'être levés à l'international baisse drastiquement dans les mois à venir? Alors c'est effectivement une crainte hein, de voir finalement la crise sanitaire du Covid écraser la crise humanitaire du Yémen, qui a mobilisé énormément de fonds jusqu'à présent, qui a mobilisé aussi énormément d'ONG. Hein. C'est une des campagnes les plus importantes depuis au cours des dernières décennies, ça ne fait pas de doute. Il est très probable que ça ait permis d'échapper à une grande catastrophe. Cette dimension, elle a effectivement des enjeux politiques. Le premier enjeu que j'ai soulevé, c'est celui effectivement du caractère schizophrène de l'attitude des Émiratis, des Saoudiens, qui cassent d'un côté et puis en même temps tentent de réparer de l'autre, avec aussi des implications, je dirais,
de ciblage de certaines populations plutôt que d'autres, qui sont parfois problématiques. Et puis, il y a une dimension aussi politique que tu as relevée, qui est celle de l'instrumentalisation de l'aide humanitaire par les autistes. Il y a une instrumentalisation, je dirais, en termes d'image, hein, puisque eux-mêmes, ils savent bien que, eh bien, à l'extérieur du pays, eh bien, quand on parle, que ce soit des bombardements ou bien de la situation de famine, la situation de choléra, eh bien, ça affecte très directement l'image de la coalition, l'image de l'Arabie saoudite. Et donc, d'une certaine manière, les acteurs humanitaires, parfois, quand ils sont un peu critiques, disent que les autistes en jouent très directement. Ça a été le cas avec l'épidémie de choléra. Je sais que certaines ONG ont développé un discours qui était. Puis, les autistes en jouent aussi en eh bien, bénéficiant très directement de la distribution, soit en taxant un certain nombre de choses, soit en générant des logiques de clientèle. Et en mettant aussi la pression sur les acteurs humanitaires parce qu'un certain nombre d'entre eux sont disposés à communiquer, à faire du plaidoyer. Et ça, c'est parfois quelque chose que les autistes ne souhaitent pas. Qui a généré des tensions fortes avec un certain nombre de grandes ONG internationales qui parfois ont préféré se retirer. Et puis, là où il y a une inquiétude, c'est aussi que cette dimension politique, eh bien, elle est un coût très direct pour les civils, notamment dans le cadre de des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis, pour continuer à mettre la pression sur l'Iran, ont décidé de retirer un certain nombre de leurs financements parce qu'il y avait cette instrumentalisation de l'aide par les autistes. Et la crainte finalement de voir eh bien l'aide se réduire est quand même quelque chose qui aujourd'hui se matérialise, je pense, de plus en plus. D'où l'organisation de la conférence. Alors, ces conférences-là, elles ont toujours une vraie dimension de communication. Elles sont parfois, je dirais, utiles parce que ça permet de braquer les projecteurs sur la situation humanitaire. Ça mobilise aussi les acteurs. Donc, ça, les Saoudiens le savent bien. Ça permet aussi là, de redorer leur blason. Mais dans le même temps, beaucoup d'acteurs humanitaires ne sont pas dupes, tout simplement parce qu'ils se rendent bien compte que eh bien, ce qui est soi-disant levé comme fonds n'est pas nécessairement décaissé. Pour tout un tas de raisons, mais ça a été le cas des conférences précédentes, où à chaque fois, eh bien, on a bien vu que les promesses de dons n'étaient pas réalisées. Je crois que au cours des années précédentes, on était à moins de la moitié qui effectivement était dépassée. D'accord. Pour rester toujours donc dans le domaine des relations troubles entretenues par l'Arabie et les Émirats, donc avec leurs alliés locaux, une question casse-tête mais passionnante. Comment expliques-tu les relations d'alliés ennemis entre l'Arabie et les Émirats arabes unis? Donc bien sûr, voilà, avec derrière cette problématique du soutien des Émirats aux sudistes, à l'intérieur même du camp anti-Houthi, où effectivement on a du mal à voir les tenants et les aboutissants de cette rivalité entre les Saoudiens et les Émiratis. Comment est-ce que tu interprètes ça? Est-ce qu'il faut le lier à des rapports de force, pour le coup, typiquement entre Saoudiens et Émiratis qui n'ont rien à voir avec la situation au Yémen? Enfin, comment est-ce que tu l'interprètes, en tout cas, cette rivalité-là? Alors, je pense que c'est effectivement une question très complexe. C'est lié à plein de choses. Je pense qu'il y a des questions de vraies, ce qu'on pourrait dire, de vision géopolitique qui là, peuvent s'opposer. Et ça, bon, moi, je suis pas spécialiste pour essayer de démêler, je dirais, les volontés de construire un accès direct à l'océan Indien ou bien la diplomatie, enfin, ou la politique des ports, les concurrences entre Aden, Abu Dhabi, Mukalla, Dubaï, pardon.
tous ces éléments-là qui sont extrêmement, extrêmement complexes, je pense, mais qui jouent un rôle. Moi, ce que je préfère souvent dire, et ça nous ramène encore au local, c'est que eh bien, chacun a, entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, choisi des alliés qui sont différents et qui, jusqu'à une certaine mesure, mènent chacun en bateau. C'est-à-dire que je pense qu'il est faux de penser que les acteurs régionaux ont une compréhension absolument fine, pure et parfaite, on dirait, de ce qui se passe au Yémen. Et il y a beaucoup de choses qui finissent par être d'une certaine manière fortuites. Il ne s'agit pas de dire qu'ils sont stupides, mais ils se trouvent embarqués finalement dans des logiques qui les dépassent très largement. Et c'est cette question-là qui permet aussi de comprendre, je crois, un certain nombre de limites de ces politiques-là et de voir que finalement, bien souvent, elles ne marchent pas. Et elles ne marchent pas parce que peut-être que ces acteurs-là surestiment leur capacité, surestiment la capacité aussi de leurs alliés sur le terrain à produire ce qu'eux souhaiteraient. Et c'est pour ça que d'une certaine manière, on a une situation qui est très largement chaotique. Dans le même temps, je ne nie pas l'existence de rivalités entre les puissances régionales. Je ne nie pas le fait qu'elles aient un coût important pour les Yéménites. Mais cette relation, elle est autrement plus complexe du fait de ce que j'ai décrit. Je pense qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant cette question de c'est pas parce que c'est décidé à Abu Dhabi ou c'est décidé à Riyad qu'effectivement c'est mis en place au Yémen, parce qu'il y a tout un tas de fils. Alors justement, il y a une question qui a trait à cet aspect chaotique des choses et de l'évolution sur le terrain et des alliances. C'est une question sur justement Socotra. Je pense que la question n'était pas très précise, mais je pense qu'elle fait allusion au fait que, si je me souviens bien, Socotra s'est désolidarisé de la déclaration d'autonomie du Sud, je crois. Donc, qu'en est-il justement de cette île? Alors, l'île de Socotra, c'est la plus grande île yéménite qui est à peu près à mi-chemin entre le Yémen et la Somalie. C'est une île qui est très peu peuplée, je crois qu'il y a 60 000 habitants environ, hein, mais qui est devenue un enjeu géopolitique très important et un enjeu symbolique aussi. Symbolique pourquoi? Parce que c'est une île qui est classée au patrimoine de l'UNESCO avec énormément d'espèces endémiques. C'est une île qui a été développée pour le tourisme, mais un tourisme, je dirais, au haut de gamme dans les années 2000 par le gouvernement yéménite et qui progressivement est devenu un enjeu important, un enjeu géopolitique parce que eh bien, les Émiratis ont sans doute considéré que c'était peut-être un endroit où ils pouvaient trouver un certain nombre de nouvelles ressources, les ressources touristiques aussi. Alors, on a eu tout un discours qui mettait en avant les projets hôteliers pharaoniques sur l'île, et puis aussi potentiellement qui pouvaient servir de base. Et on a eu de fait un investissement important des Émiratis qui a rencontré une opposition significative de la population et du gouvernement yéménite. Alors, Socotra continue à être un enjeu important, mais je pense que les Émiratis auront d'une certaine manière du mal à finalement asseoir leur présence sur cette île-là, du fait de cette dimension symbolique. Encore une fois, c'est 60 000 habitants, et donc c'est pas quelque chose qui est représentatif des processus qui sont lieu au Yémen en ce moment. J'enchaîne toujours sur la question du rapport entre acteurs locaux, acteurs régionaux, parce que c'est quand même, ça intéresse beaucoup tout le monde, bien sûr. Les partis yéménites auront-elles les moyens de poursuivre leur guerre sans leurs parrains régionaux? Alors, les moyens, je ne sais pas ce que ça veut dire en fait. Il est vrai que bien les Yéménites s'appuient sur un arsenal militaire qui était très largement en leur possession
avant même le début du conflit. Donc, il est faux de penser que c'est l'afflux d'armes extérieures qui a alimenté. Après, on a vu des tas de situations où sans parrain, sans financement, eh bien, la guerre se poursuivait. Malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse compter sur un épuisement financier pour régler la question. On peut s'attendre à une forme de modification de la guerre avec des fronts qui resteraient actifs et puis d'autres où ça se stabiliserait. Et donc là, c'est important, encore une fois, de regarder ce qui se passe au niveau local, voire au niveau micro-local, avec des initiatives qui permettent parfois de stabiliser les choses, de générer des formes de reconstruction. Mais malheureusement, je pense qu'il faut s'attendre à une forme de pourrissement. Je suis très peu optimiste parce qu'il y a cette question militaire, il y a cette question identitaire qui s'est développée comme ailleurs dans la région, alors que le Yémen était caractérisé par moi ce que j'avais appelé une convergence des identités religieuses. Là, on a quelque chose qui a produit énormément de fragmentation, une polarisation très forte, et on a vu en Irak combien il était, en Irak notamment, combien il était difficile de sortir de cette polarisation. Et puis, il y a d'autres éléments qui m'amènent à être pessimiste. Je pense que la question économique est absolument centrale. C'est un pays qui a une population aujourd'hui d'environ 30 millions d'habitants. Il y a une croissance démographique qui est sans doute ralentie du fait du conflit, mais qu'on pouvait évaluer à 3%, ça veut dire un doublement de la population tous les 20 ans. Et un des pays qui est parmi les plus pauvres de la planète, donc fatalement une réduction du PIB par habitant. Et puis, les questions aussi environnementales sont, à mon avis, fondamentales. Elles sont très largement négligées parce qu'on se concentre sur la guerre. Pourtant, eh bien, c'est un pays où, par habitant, on a les ressources en eau qui sont parmi les plus faibles. Et donc, le niveau des ressources aquifères à Sanaa, par exemple, diminue d'année en année, tant et si bien qu'un certain nombre de spécialistes expliquent que d'ici une dizaine d'années, on pourrait se retrouver avec une capitale qui est à sec. Et tous ces éléments-là, moi, m'amènent à être extrêmement pessimiste, au-delà des questions purement politiques, je dirais. Alors, je te pose une dernière question sur les équilibres locaux avant qu'on passe plus spécifiquement aux enjeux sanitaires et à la gestion de la pandémie au Yémen, parce que tu as écrit récemment sur le site Orient 21 un article justement sur l'économie du CAT dans la guerre. Est-ce que tu peux, à grands traits, justement, nous développer en quoi cette économie-là du CAT, qui est donc cette plante, enfin, cette drogue, on devrait dire, qui constitue, dont la vente constitue une énorme part de l'économie yéménite, en quoi elle constitue aujourd'hui un enjeu politique justement entre le nord et le sud. Oui, alors c'est un élément qui permet de faire la transition avec la suite de l'intervention sur le Covid-19, parce que c'est effectivement un article que j'ai écrit avec un collègue yéménite qui s'appelle Ali El-Jarbani, qui est un collègue de l'université de Amran. Donc Amran, c'est au nord de Sanaa. Et on avait travaillé sur le CAT, l'épidémie de Covid-19, et puis la politique, pour montrer que eh bien, cet enjeu-là est un enjeu qu'on oublie d'une certaine manière, tant il paraît évident. On avait écrit que c'était un peu un sujet tarte à la crème, et de fait, il y a assez peu de choses dessus, et pourtant, eh bien, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme une très mauvaise habitude des Yéménites, parce que eh bien, ils y consacrent beaucoup de temps, beaucoup d'argent, ils y laissent sans doute une partie de leur santé, mais il y a des éléments qui sont tout à fait intéressants, qui permettent, par exemple, de stabiliser les populations dans les campagnes. Donc, ça réduit l'exode rural. Ça fait circuler l'argent entre les groupes sociaux, c'est-à-dire que si vous avez les moyens, vous achetez du bon CAT qui va permettre de
de faire circuler des moyens vers les agriculteurs. Mais cette question, elle est intéressante dans la logique du conflit, déjà, de comprendre que, eh bien, malgré toute la crise humanitaire, malgré toutes les difficultés, eh bien, on perçoit que cette économie du CAT, elle a été assez peu affectée par la guerre. C'est-à-dire que, eh bien, de nombreux foyers continuent à y consacrer sans doute autour de 20% de leurs revenus. Ça peut sembler choquant, ça peut sembler étonnant, ça peut sembler plein de choses, mais c'est malgré tout une réalité que les Yéménites eux-mêmes ne contestent pas. Et puis, c'est un enjeu aussi intéressant, alors même s'il est un peu difficile à déceler concernant eh bien, les combattants eux-mêmes, parce que, eh bien, comme souvent, il y a une dimension liée à les combattants eh bien, consomment aussi ces narcotiques-là. Il y a toute une économie de guerre qui se met autour de ça parce que le CAT est taxé. Et puis, il y a une dimension aussi entre le nord et le sud, avec finalement une certaine part du mouvement sudiste qui a un rapport assez ambivalent au CAT. Alors, les sudistes, généralement, considèrent que eh bien, ils sont dominés par le nord, voire même ils auraient été colonisés par le nord. Mais voilà, l'importation de la consommation du CAT les dérange un peu moins. Mais en même temps, il faut mettre à distance cette pratique qui parfois est vue comme je l'ai dit au départ, une espèce de mauvaise habitude. Donc, il n'y a pas une dimension identitaire du CAT au sud de la même façon qu'elle existe. Alors, on va passer à la question du Covid-19 et de son évolution au Yémen, de sa présence, de son évolution, de sa gestion, de ce qu'elle dit au fond du système de santé et des rivalités éventuelles entre différentes institutions. D'abord, je commencerai avec une question basique qui est tout simplement celle du ressenti des populations locales face à l'arrivée de cette pandémie dans un contexte qui est celui d'une guerre ultra violente et longue. Est-ce que finalement c'est un enjeu qui a été perçu comme un enjeu de premier ordre ou au contraire comme une plaie de plus et au fond pas forcément une plaie qui a pris le devant de la scène auprès des gens dans leur ressenti, enfin la façon dont en tout cas l'épidémie a été abordée au Yémen. Alors là, encore une fois, il y a une forme d'ambivalence très forte. C'est-à-dire que au départ, je dois dire que bien des Yéménites ne se sont pas réellement sentis concernés par cette épidémie ou cette pandémie, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de cas au Yémen. Il faut savoir que les frontières terrestres du Yémen sont pour l'essentiel fermées. Les aéroports également, et donc le flux de population qui entre et qui sort est extrêmement réduit, ce qui a retardé finalement l'arrivée du coronavirus. Et donc, bien des Yéménites ont pu, d'une certaine manière, considérer qu'il y avait une espèce d'exagération. Et en plus, ils sentaient une forme de malaise en se disant mais qu'est-ce que finalement, particulièrement dans la région, de quoi ils se plaignent. Nous, ça fait 5 ans qu'on vit dans une forme de quarantaine. Ça fait 15 ans qu'on subit les épidémies de choléra, qu'on subit la catastrophe humanitaire. Moi, pour nous, ça fera éventuellement un chapitre de plus, un problème de plus qui viendra, mais on a d'une certaine manière notre dose. Et c'est le ressenti qu'a exprimé un collègue qui s'appelle Ahmed Khaled, qui a publié un papier sur le site du CEFAS qui s'appelait En quarantaine depuis 5 ans, pour montrer qu'il y avait d'une certaine manière ce malaise face à l'excitation ou l'emballement international. Et puis, il y a une situation ambivalente parce qu'aujourd'hui,
les Yéménites eux-mêmes sentent que eh bien, la catastrophe, elle est là. Et on voit tous les jours eh bien, des informations qui sortent sur des individus qui seraient décédés du Covid-19, parmi les élites aussi, qui montrent l'ampleur de la catastrophe. Et puis, il y a un autre niveau d'ambivalence qui est tout à fait intéressant et qui rejoint, je dirais, la vraie dimension politique de la pandémie. C'est finalement que eh bien, les institutions, vous comprenez qu'il n'y a aujourd'hui pas un seul État yéménite, mais que cet État est fragmenté. Il y a les houthistes, il y a le gouvernement légitime, il y a le Conseil de transition sudiste. Chacun contrôle un pan de territoire et puis chacun prétend vouloir représenter l'État ou parler au nom de l'État. Et dans ce cadre-là, chacun a souhaité montrer que finalement, face à la pandémie, eh bien, il faisait mieux que les autres. Et donc, avant même l'apparition des premiers cas, les institutions, pour montrer qu'elles étaient légitimes, montrer qu'elles étaient des interlocuteurs fiables, qu'elles incarnaient ce qu'on attend finalement d'un État aujourd'hui en situation de pandémie, eh bien, elles ont pris un certain nombre de mesures. Alors, ça a été des quarantaines imposées aux personnes qui arrivaient. Alors, on a vu des camps qui ont été établis dans la région de Marla, donc à la frontière avec Oman. Donc, les Yéménites qui entraient depuis la frontière terrestre, qui est la seule à être ouverte, étaient mis en quarantaine. On a eu des vidéos qui montraient la situation déplorable de ces gens-là, parqués dans une école où c'était au milieu des détritus. Et puis, on a eu même les houthistes, alors qu'il n'y avait aucun cas, qui ont décidé de filmer des infections de rue, donc ils passaient avec des camions et puis désinfectaient tout, ce qui apparaissait comme assez risible d'une certaine manière, mais qui montrait bien qu'il y avait cet enjeu politique très fort. Et le dernier exemple, c'est celui des sudistes, enfin au sud, à Aden, où assez rapidement, au début de ce mois-ci, on a eu une augmentation du nombre de cas. Et donc, le gouvernement légitime, basé à Riyad, et donc qui a très peu de capacité de contrôle d'Aden, a déclaré que la ville était infectée. Et ce qui montrait en fait que chacun essayait de faire comme s'il était en contrôle, comme si c'était un État en pleine capacité de ses moyens. Et cet élément-là, moi, me semble intéressant pour montrer combien finalement il y a aussi tous ces enjeux de légitimation autour de la pandémie. Et il joue de façon très très manifeste dans le cas du. Alors, on a une question justement sur la façon dont la pandémie a affecté la poursuite de la guerre. Est-ce qu'elle a contribué à la ralentir ou l'atténuer? Parce que tout à l'heure, on comprenait bien à travers ce que tu disais que c'était plutôt la guerre qui avait ralenti l'arrivée du Covid-19 au Yémen, en fait. Quel impact ça a eu sur la poursuite de la guerre sur le terrain? Je dirais pas grand-chose, hein. Il y a eu un élément qui a été le cessez-le-feu annoncé par les Saoudiens, qui devait durer 2 semaines, mais qui en réalité n'a jamais été réellement respecté, non pas exclusivement du fait des Saoudiens, mais aussi, comme je l'ai dit, parce que les houthistes n'en voulaient pas, parce qu'eux-mêmes s'estimaient en situation de force, et dans un rapport de force, si on est dans cette situation-là, eh bien, on pousse sa chance. D'autre part, aujourd'hui, faut bien se rendre compte qu'on est dans une temporalité qui est différente, hein. Le Yémen est dans une phase clairement ascendante, hein, du Covid-19. Ça fait à peu près une dizaine de jours, hein, qu'on sent que ça augmente, parce qu'il y a des fuites, parce que les chiffres officiels sont aberrants, hein. Aujourd'hui, on a comme chiffre officiel, et qui continue à être alimenté, hein, on a 280 cas qui sont officiellement déclarés et une cinquantaine de morts. J'ai vérifié les chiffres aujourd'hui, alors même que tout porte à croire qu'on est largement au-delà. Et je vous dis, rien qu'avec les annonces de décès au sein des élites, là j'ai vu
tout à l'heure que le frère d'une des principales figures islamistes qui est décédé. On a eu 3 professeurs de l'université d'Aden. J'ai su par leurs collègues qu'ils étaient morts de quelque chose qui ressemblait au Covid-19. Donc on a très vraisemblablement une pandémie qui est beaucoup plus importante et qui voilà, survient dans une situation d'extrême fragilité de toutes les structures étatiques. Les États ou ceux qui pensent parler au nom de l'État eh bien, font comme si, mais tout est dans une fragilité extrême. Et cette situation, elle est extrêmement inquiétante et les différents acteurs bien, s'en préoccupent aujourd'hui, ou du moins font mine de s'en préoccuper. Mais encore une fois, on revient peut-être à la question du CAT, parce qu'elle a été importante et je l'avais liée avec Ali à la question de la pandémie, parce que c'est une des premières mesures qui a pu être prise, d'interdire la circulation du CAT ou bien de réguler les marchés, parce que c'était perçu comme un mode de propagation important, parce que c'est des flux entre les villes et les campagnes, parce que dans les marchés, il y a une promiscuité importante, et parce que on crache aussi pas mal. parce que voilà, on crache et qu'on catte en assemblée pendant de longues heures dans des endroits qui sont en général confinés, ce qui fait que eh bien c'était à raison considéré comme un élément de propagation important. Or, les fermetures qui ont été décidées des marchés n'ont jamais réellement fonctionné. J'ai vu là les images pour la préparation de l'Aïd ou l'Aïd. Il y a eu très peu de mesures de distanciation physique qui ont été adoptées. Il y a eu une blague qui a circulé avec une photo d'une séance de CAT extrêmement bondée, comme ça se produit en général pendant les mariages. Donc, les gens sont les uns sur les autres, assis pendant de longues heures dans une atmosphère où on fume. Plus il fait chaud, mieux c'est. Et où il y avait quelqu'un qui avait photoshopé des masques que chacun portait soit sur le menton, soit sur la tête, pour montrer que les Yéménites se souciaient tout à fait de la question du Covid. Alors c'est dans le même temps de l'humour noir, parce qu'on sait que il y a cette fragilité extrême. Alors, je vais revenir un peu sur les questions très géopolitiques, parce qu'il y a beaucoup de questions sur ça, donc c'est le principe du live. Alors, quelqu'un nous écrit: je participais il y a quelques jours à un webinaire avec Crisis Action, donc cette ONG qui propose des solutions politiques à des conflits sur le Yémen. Et l'intervenant yéménite a dit que la seule solution serait de revisiter 1990 avec 2 pays. Qu'en pensez-vous? Est-ce une possibilité? Alors, c'est une possibilité parce que je pense qu'il y a une telle polarisation aujourd'hui entre le Nord et le Sud que le principe qui était celui de l'unification avec un État centralisé en 1990 n'est sans doute plus tenable. Maintenant, si c'est envisageable, est-ce que c'est préférable? C'est pas à moi de le dire, c'est essentiellement aux Yéménites, mais je pense qu'il y a un certain nombre de risques. Le premier, c'est celui finalement de la fragmentation, y compris au sud. C'est-à-dire que l'histoire du Yémen du Sud, indépendant de 1967 à 1990, a montré qu'il y avait des très fortes divisions à l'intérieur du. En 1986, on a eu un conflit qui a été extrêmement bref, mais extrêmement violent. Au sein des élites, avec une dimension interrégionale au sein du Sud. Et cette réalité-là de la fragmentation du Sud, elle continue à avoir des implications très, très fortes au sein des rivalités dans le leadership sudiste. Donc c'est ce risque-là finalement d'avoir finalement une répétition
de la fragmentation, un maintien de la violence est important. Et puis je pense qu'il y a un enjeu économique qui est aussi tout à fait significatif. Et puis aussi des problèmes liés aux ressources qui sont souvent à cheval entre le nord et le sud, qui font que bien, cet aventurisme finalement fondé sur l'identité, fondé sur l'idée qu'on pourrait revenir en arrière, moi, me semble quand même problématique. Géopolitique toujours, quelle est la réalité de l'engagement iranien? J'imagine que c'est en termes de soutien au sol. Enfin, Oui, alors c'est une question qui est lancinante, hein. Elle existe depuis 2004. Donc, 2004, c'est le début de ce qu'on a appelé les guerres de Saada, qui opposaient donc le gouvernement central au mouvement qui était emmené à l'époque par Hussein al-Houthi, donc le frère de Abdelmalek al-Houthi. Hussein al-Houthi était accusé dès juin 2004, au moment où l'État central a souhaité l'arrêter et que lui a résisté et mobilisé finalement les tribus alentours et ses soutiens, a été accusé d'être de mèche avec l'Iran, d'être aussi allié au Hezbollah libanais. Cette accusation, pendant longtemps, elle a été très peu substantialisée. Et encore aujourd'hui, je dirais que elle n'est absolument pas centrale pour comprendre la capacité de résistance des autistes. Il est très vraisemblable qu'il y ait des conseils militaires, il est très vraisemblable qu'il y ait un financement, il est très vraisemblable aussi qu'il y ait des armes qui puissent transiter, y compris des armes sophistiquées, type les drones, type des missiles. Hein, je pense que c'est des choses que les experts de l'ONU ont réussi à substantialiser. Mais dans le même temps, je pense que c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, est surdéterminé. C'est-à-dire qu'on a tendance à lire ce conflit à travers ça. Les acteurs le lisent beaucoup. C'est le cas des anti-autistes, c'est le cas des Saoudiens et des Émiratis. Mais dans le même temps, ça joue un rôle qui est relativement périphérique au sol de mon point de vue. Mais cet élément-là, moi, je veux dire, je suis ce qui se passe au Yémen, mais je n'ai pas une information qui est plus précise, qui est parfaite que réellement ce qui se passe. C'est simplement lié à peut-être une analyse. Quoi qu'il en soit, l'investissement que produisent les Iraniens au Yémen est somme toute réduit. Il est en tout cas bien plus réduit que celui qu'ils mènent en Syrie, que celui qu'ils mènent en Irak ou qu'ils mènent au Liban. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que pour les Iraniens, c'est un investissement qui est finalement relativement bon, dans le sens où ils parviennent malgré tout à eh bien, ennuyer les Saoudiens, si tel est leur objectif, ridiculiser peut-être les Saoudiens sur le plan militaire, tout en menant un investissement qui est relativement réduit. Alors, question bateau, c'est la personne qui l'a posée lui-même qui le dit. C'est très vrai, c'est une question bateau, on peut même dire une question tarte à la crème, mais comme la question du CAT est une tarte à la crème, la question du chiisme et du sunnisme a aussi sa validité. Et je trouve que même si c'est une question tarte à la crème, elle est intéressante parce qu'on la pose donc près de 6 ans après le début de cette guerre. Donc on peut quand même se demander dans quelle mesure la question, l'enjeu religieux se perdure, en tout cas quelle est sa validité aujourd'hui. Donc je te la pose. Quelle est la part de la dimension religieuse du conflit sunnite-chiite au niveau local et régional et au-delà, à côté des dimensions politiques, communautaires, voilà. Ouais. Je pense que cette question religieuse, évidemment, elle n'épuise pas la complexité du conflit. On ne peut pas réduire ce qui se passe à des enjeux religieux.
Or, il est faux en même temps, comme il y a un certain nombre peut-être de Yéménites qui, par réaction finalement à cette grille de lecture, disent mais non, le religieux n'a rien à voir là-dedans, tout simplement parce que eh bien, les Yéménites n'ont jamais été concernés par cette question sunnite-chiite. Il est vrai hein, que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu ce que moi j'avais appelé un processus de convergence. Donc les haïdites ne sont que des demi-chiites d'une certaine manière, et ils le sont d'autant moins parce que l'État républicain, depuis les années 1960, a tout fait pour que finalement il y ait un certain nombre de différences qui soient gommées. Et donc quand on parle du Yémen, il y a un certain nombre de spécificités qui semblent totalement, je dirais presque hallucinantes pour quelqu'un qui a travaillé par exemple sur l'Irak ou bien travaille sur le Liban, c'est que l'essentiel des grandes figures de l'islamisme sunnite, que ce soit côté frères musulmans ou bien salafis, sont souvent nés zaïdites. C'est-à-dire qu'il y a eu un processus de migration d'une identité zaïdite à une identité musulmane générique, qui a pu ensuite évoluer vers des identités politiques islamistes plus affirmées. Et cet élément-là est important à prendre en ligne de compte et explique pourquoi un certain nombre de Yéménites sont prompts à nier finalement la dimension religieuse du ils disent, nous, on ne mange pas de ce pain-là parce qu'on a eu ce processus-là. Pour nous, on est tous musulmans. Or, dans le même temps, depuis 5 ans, depuis que dure le conflit, on a eu une accentuation des identités religieuses et une polarisation comme ailleurs. Alors, cette polarisation, elle a sans doute été moins importante, moins brutale, mais il reste qu'on en trouve des traces très manifestes dans la description qui est faite par les autistes de leurs ennemis, qui sont ramenés à finalement leur salafisme ou leur wahhabisme. Et puis, dans le même temps, au sein de certains courants proches du salafisme, qui sont anti-autistes, qui ramènent finalement les autistes à leur alliance avec l'Iran. Et cette dimension, elle est aussi accentuée par des processus internes au mouvement autiste, avec ce qu'on pourrait appeler une chiitisation des rites, qui est tout à fait visible. On perçoit bien dans toute la communication des autistes un accent qui est mis très directement sur les figures habituelles du chiisme, que ce soit Ali, le Radir, un certain nombre de célébrations qui montrent que voilà, on est entré dans une dynamique qui rompt avec le zaïdisme traditionnel. Alors, on va finir avec 2 questions pour pouvoir conclure. Il y en a une à laquelle il me semble tu as déjà répondu, mais je réalise qu'il y a encore plein de questions, les amis. Je vais être obligée d'en choisir quelques-unes. Je m'en excuse par avance, mais sinon, ça va nous emmener trop loin. Il y en a une à laquelle il me semble que tu as répondu tout à l'heure. Corrige-moi si je me trompe. Pourquoi pensez-vous que les Houthis n'ont pas intérêt à prendre part aux négociations? Tu disais tout à l'heure que l'état des forces sur le terrain et leurs avancées en fait étaient suffisamment satisfaisantes pour eux pour qu'ils puissent en tout cas juger intéressant pour eux de s'abstenir de participer à ces négociations. Je crois que c'est ça que tu disais. Oui, c'est effectivement la raison. Oui, c'est ça. Une question sur la... Bon, j'en prends quand même quelques-unes. Ça va être dur. On va essayer d'y répondre rapidement. Quelle est la position et l'attitude des Houthis sur l'aéroport de Sanaa et d'éventuels vols fussent-ils privés? Je pense qu'il y a une question Enfin, c'est la question du contrôle total des Houthis sur l'aéroport, je crois. Oui, alors ça, c'est un enjeu qui est ancien, qui est un enjeu aussi symbolique de souveraineté, c'est-à-dire de pouvoir contrôler ses frontières, les entrées et sorties, et quelque chose que les houthis considèrent comme
comme absolument important. Et donc, ils en font une des conditions importantes de négociation. Mais elle est aussi tout à fait, je dirais, la population attend aussi très largement la réouverture de cet aéroport depuis bientôt, je pense, ça doit être proche de 4 ans maintenant que l'aéroport est fermé, avec des implications très très importantes en termes de possibilités pour eh bien, les habitants de Sanaa et alentours d'aller se faire soigner à, à l'étranger. Il faut savoir que il y a 2 aéroports, le principal étant à Aden, mais ce qui signifie pour les habitants de Sanaa de traverser des lignes de front, de passer des heures et des heures en voiture dans des zones qui sont dangereuses pour eh bien, ensuite pouvoir espérer aller se faire soigner au Caire ou ailleurs. C'est un enjeu de souveraineté très, très important. Qualité de vie aussi, oui. survie. D'accord. Une question belle et triste. Que reste-t-il du soulèvement de 2011-2012? Oui, probablement pas grand-chose sur le plan fonctionnel. Hein. Je dirais que même ce qui est triste, c'est que eh bien, finalement les leaders qui avaient pu émerger en 2011 ont été très largement marginalisés parce qu'il y a eu soit le retour de la vieille garde, soit l'émergence de leaders plus directement liés aux militaires. Et donc là, on a eu une marginalisation réelle. Dans le même temps, ça reste, je pense, comme partout ailleurs, une forme de référence, même si elle est romantique, une capacité finalement à changer les choses. Et puis, il y a malgré tout un certain nombre de documents qui existent, même s'ils peuvent être très largement critiqués et critiquables, parce qu'au Yémen, on a eu une expérience de dialogue national. Pendant une année, on a eu des représentants d'à peu près toutes les composantes. Je dirais que la seule composante qui n'était pas représentée, c'était la composante djihadiste. Et donc chacun a pu dire un petit peu ce qu'il souhaitait. Alors il y en a un certain nombre qui se sont fait tordre le bras par la communauté internationale ou les acteurs régionaux pour accepter des déclarations finales. Mais on a malgré tout un document qui donne, je ne dirais pas forcément la solution, mais qui constitue un cadre de référence encore qui est important. D'accord. Question intéressante aussi. Est-ce que peut-on dire qu'à l'image finalement du peu de couverture de la guerre yéménite dans les médias, peut-on dire que c'est aussi une guerre oubliée des chercheurs en sciences sociales? Oui, alors c'est un enjeu qui est assez complexe en fait. La question de la couverture, moi pendant longtemps, je disais, bon, on exagère de dire que c'est un conflit oublié, que c'est un conflit occulté. Et de fait, il y a eu des phases très différentes. Il y a des moments où il y avait le sentiment qu'on parlait quand même un peu, on va dire, du Yémen, au moins à la mesure de la façon dont ça peut toucher les Occidentaux. Par ailleurs, il y avait un enjeu important lié à la couverture, à l'incapacité des chercheurs occidentaux à se rendre sur place, non seulement du fait de la dangerosité, mais aussi du fait de l'impossibilité ou l'extrême difficulté d'obtenir des visas. Alors ça soulevait, et moi j'étais souvent là en discutant avec les journalistes à leur dire, mais c'est faux de dire qu'il n'y a pas de journalistes, parce que des journalistes, il y en a plein, c'est les journalistes yéménites, et c'est à vous, c'est votre rôle en tant que journalistes occidentaux de permettre finalement à ces voix-là de sortir de leur pays. Il faut inventer des mécanismes qui permettraient justement d'obtenir une couverture plus importante. Et puis aujourd'hui, on a effectivement la question de la recherche qui est très, très importante. Moi-même, ça va faire 11 ans que je ne suis pas allé au Yémen pour différentes raisons, mais aujourd'hui, tout simplement, même si on m'autorisait à y retourner, je ne crois pas que j'irai, tout simplement parce que la situation sur le terrain est trop, il y a trop de dangers. Le travail de recherche exige de pouvoir passer du temps sur place, d'avoir accès à des interlocuteurs et
imposent finalement des habitudes qui sont aussi assez différentes de celles des reporters de guerre. Aussi parce qu'il y a souvent moins de moyens, mais aussi parce que eh bien, les institutions qui nous financent ou nous emploient, c'est-à-dire le CNRS ou les universités, sont devenues extrêmement frileuses et ne souhaitent pas finalement mettre en danger les chercheurs. Et donc là, on a effectivement un blocage. Après, il y a un certain nombre de réflexions qu'on peut mener depuis l'étranger, en s'appuyant parfois sur l'expérience, comme moi je peux le faire du Yémen, hein, où j'ai passé 4 années, pour développer des approches qui sont différentes. Sans parler uniquement du travail sur la diaspora yéménite, mais il y a plein d'enjeux, je pense, qu'on peut tenter d'aborder à distance. Et puis, il y a aussi ce que moi, j'essaie de faire autant que possible, c'est de travailler avec les chercheurs yéménites, pas en les réduisant au rang d'informateurs, mais en essayant de développer finalement une relation qui est sans doute beaucoup plus fructueuse qu'on ne le croit habituellement dans l'échange d'une connaissance, d'une problématique, de sources, etc., qui sont tout à fait importantes, et dans l'exercice d'écriture aussi. Tant et si bien que finalement, quand on regarde, eh bien, on a malgré tout une communauté de chercheurs qui produisent des choses qui continuent à être intéressantes et puis, on a aussi des logiques peut-être plus proches des think tanks qui ont pu se développer. Il y a, je pense à un en particulier qui est le Sana Center for Strategic Studies, qui fait un travail, je pense, remarquable en mettant en lien non seulement les chercheurs yéménites avec les décideurs, mais aussi les chercheurs étrangers avec les Yéménites. Merci. Alors, on termine sur 2 questions. Cette fois, c'est vraiment vrai, c'est vraiment les 2 dernières. Une question sur l'état des infrastructures de santé et de leur capacité à encaisser une crise épidémique comme celle-ci. Je pense qu'elles elles sont dans un état déplorable, hein. Toutes ces infrastructures-là, elles sont déjà en sur-régime en temps normal, c'est-à-dire en temps de guerre. Donc, il n'y a aucune raison de penser que les choses aujourd'hui pourraient réellement tenir le choc si on avait une situation qui réellement continuait à dégénérer. Et la dernière question qu'on a un petit peu abordée tout à l'heure en parlant de l'enjeu de la sécession Nord-Sud, etc. Mais ça vaut le coup de finir sur ça, je crois. Une question par rapport au projet fédéral qui serait plus logique qu'une division du Yémen. Pensez-vous qu'il soit toujours possible de reproposer un projet fédéral aux partis en présence, malgré l'échec de la conférence sur le dialogue national en 2014 ? C'est aux Yéménites de le dire, de le décider. Je ne sais pas dans quel cadre ça pourra se faire. Je pense que un projet fédéral, il aura toujours des critiques sur la définition des frontières internes, sur la définition des régions, sur le nombre de régions. Tous ces éléments-là, ils ont déjà été d'une certaine manière débattus, peut-être pas suffisamment, mais les questions, on les connaît. Maintenant, je pense que toutes les solutions politiques, elles auront besoin de s'appuyer sur des solutions ou des incitations qui sont des incitations économiques. Sans l'accompagnement et sans la présentation finalement de ce à quoi pourrait ressembler un futur enviable, eh bien, toutes les conjectures qu'on pourrait faire sur le plan politique, à mon avis, elles ne tiennent pas. Alors ça semble un peu bateau ou tarte à la crème, encore une fois, de dire il faut qu'il y ait un espèce de plan Marshall. Et je pense que ça tient à ça. Sans un engagement financier, sans une vision très claire des projets de développement, il n'y aura pas réellement de solution, hormis des solutions micro-locales. Je ne vais sans doute pas insister suffisamment, mais il y a malgré tout des zones qui parfois s'en sortent mieux que d'autres, arrivent à être à l'écart
des rivalités interélites, à l'écart des combats, tant et si bien que la vie, elle continue. Et souvent, on a tendance à oublier, parce qu'on parle beaucoup de la guerre, etc., mais il y a un certain nombre, je vois avec mes interlocuteurs, des gens qui disent, bah non, non, on continue, on continue à enseigner, on continue à avoir nos étudiants qui sont diplômés, on continue à voyager à l'intérieur du pays. Alors ça, c'est un motif d'espoir, mais je pense que ce n'est pas suffisant pour assurer une forme de stabilisation, notamment sur le plan institutionnel. Eh bien, merci beaucoup Laurent pour toutes ces réponses à ces questions nombreuses, toutes ces réponses limpides sur un sujet qui se complexifie, qui ne cesse de se complexifier. Et on avait vraiment, je crois que c'est vraiment une clarté à laquelle on aspire tous. Merci à tous pour vos questions qui étaient toutes plus intéressantes les unes que les autres. Je m'excuse pour celles que je n'ai pas pu prendre en compte. Souvent, quand je l'ai fait, c'est parce que j'avais le sentiment très fort qu'on les avait déjà abordées en début de conférence et donc vous pourrez retrouver les réponses éventuellement si nécessaire en regardant l'enregistrement. Je rappelle donc que Laurent est chercheur au Centre français d'archéologie et de sciences sociales à Oman. Et j'ai donné les références de son dernier livre en français en début de conférence. Merci beaucoup Laurent et je vous donne rendez-vous à tous le 5 juin pour un nouveau webinaire avec Franck Mermier qui sera consacré à Istanbul, Istanbul comme nouvelle capitale arabe, capitale culturelle arabe et à tous les médias arabes et aux institutions culturelles arabes qui s'y sont installées depuis, disons, depuis le début, le lancement de la contre-révolution régionale. Voilà, donc merci à tous, merci à Laurent. Et n'hésitez pas de poser à Franck Mermier des questions sur le Yémen, il connaît ça très très bien. Et oui, exactement, c'est vrai. Merci beaucoup à tous et je vous dis à bientôt. Merci encore Laurent de ta présence. Merci à vous. Et de tes réponses. Ciao. Au revoir. Au revoir.